Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Les usagers de l'école ont repris ce lundi 16 septembre 2019 le chemin de l'école après plus de 2 mois et demi de vacances. La petite école a retrouvé son ambiance habituelle. Les emplois du temps ont été distribués aux enseignants pendant la semaine de pré-rentrée avec pour instruction la reprise effective des cours dès ce premier jour de l'année scolaire nouvelle. Des classes ont démarré les cours effectivement ce lundi, aussi bien dans le public que dans le privé. Et sur ce plateau, nous en parlons. Nous parlons de cette reprise des classes après plusieurs mois de repos avec sur ce plateau 3 débatteurs. Le tout premier que nous appelons ce soir, c'est Éric Fernand Senon, secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire unis pour l'éthique dans l'éducation nationale au Bénin. L'école, pour le compte de cette année scolaire 2019-2020, a été effective ce lundi. Monsieur Senon. Oui, je salue une fois encore les auditeurs de Soleil FM et les téléspectateurs de Sika TV. Oui, la rentrée scolaire 2019-2020, effectivement, de façon statutaire, est prévue pour commencer cette date du 16 septembre 2019. Mais si elle a commencé, ça c'est une autre question qu'on peut se poser. Oui, vous avez parlé de rentrée statutaire, mais pourquoi vous avez besoin de cette précision? Oui, la précision est importante parce que dès la fin de chaque année scolaire, on fixe donc déjà en amont donc le début de la rentrée de l'année qui va commencer. Et c'est pour que la rentrée soit effective, c'est-à-dire avec la reprise effective des activités pédagogiques, il faut un certain nombre de préalables qui doivent être réglés. Lorsque ces préalables ne sont pas réglés, souvent et très souvent alors, dans les écoles publiques, la rentrée n'est pas effective et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, ce 16 septembre 2019. Vous avez eu le compte rendu de vos syndiqués dans tout le Bénin, certainement. Exactement, et nous avons eu le compte rendu. Nous-mêmes, nous sommes enseignants, nous sommes allés au poste pour commencer la rentrée, mais nous avons constaté que tout n'était pas prêt pour que la rentrée soit effective. Mais le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle a donné des instructions pour que les établissements puissent être apprêtés pour accueillir les élèves aujourd'hui et les enseignants et que les cours démarrent effectivement. Oui, mais pour que les cours démarrent, par exemple, effectivement, au niveau déconcentré, les responsables administratifs ont joué leur partition pour ce que nous avons vu sur le terrain. Les écoles, les collèges ont été apprêtés pour accueillir, humainement parlant, les élèves et les professeurs. Encore que, pour que la rentrée soit effective, il faut que les professeurs soient présents. Vous savez que nous sommes à l'ère donc du régime de la rupture et qui parle donc de base de données. Le gros contingent des enseignants qui doit être disponible ne l'est pas encore. Donc il y a eu évaluation pour mettre à disposition des collèges, des écoles et autres le plus gros contingent donc des enseignants, et les résultats de cette évaluation, curieusement, ne sont pas encore sortis. On a parlé de la promotion 2008? Non, ce n'est pas exactement ça. Les aspirants? Les aspirants au métier d'enseignant ont passé un test qui devrait les mettre à disposition donc des écoles et collèges, des lycées et autres. Mais jusqu'à l'heure où nous émettons, en tout cas, ce n'est pas encore une réalité. Mais c'est prévu pour quand, cette annonce des résultats? Bon, si tout va bien, les résultats devraient être donnés depuis. Le gouvernement a parlé de pré-rentrée. En principe, ces résultats devraient être donc connus avant donc, la date du 7 septembre. Et je vous dis, jusqu'à cette date, jusqu'à l'heure où nous parlons, après 19h, pour ce 16 septembre 2019, les résultats ne sont pas encore mis à disposition. Or, il était prévu que, à contrario de ce qui se faisait, que les résultats seraient donnés et que les intéressés seraient affectés. La catégorie d'enseignants dont vous parlez, ils ont eu leur copie corrigée bien avant même les enseignants reversés de 2008. Et pourquoi les résultats ne sont pas encore... Oui, c'est une question qu'il faut poser au gouvernement, aux membres du gouvernement. Et c'est une question qu'il faut poser à d'autres acteurs.
Moi, je suis un enseignant simple. Je ne suis pas à ce niveau de responsabilité pour apprécier les dysfonctionnements ou bien les raisons qui expliqueraient donc... Ça veut dire qu'à un moment donné, on a trouvé que l'urgence, c'était les ACE 2008. Donc, on a arrêté le processus des aspirants. Bon, c'est une hypothèse plausible et nous rendons compte dans tous les cas que le plus gros contingent en termes d'enseignants n'est pas mis à disposition donc des responsables au niveau déconcentré, c'est-à-dire dans les écoles, dans les CEG, pour que ces derniers prennent leur emploi du temps et aller occuper pédagogiquement donc les écoliers, les élèves. C'est ça la réalité. Monsieur Eric Fernand-Senon, il y a plusieurs rumeurs qui circulent et qui indiquent que le pourcentage de réussite serait minable pour cette catégorie d'enseignants. Autour de 18%, c'est ça, non? Donnez-nous les précisions. Bon, c'est ce que nous avons appris aussi comme tout usager curieux donc, du système éducatif. Mais il faudrait qu'on mette à disposition des noms des lauréats, même si c'est en griffe. Et comme le plan du gouvernement, à travers donc, les ministres sectoriels, le plan c'est donc de redéployer, contrairement à ce qui a l'habitude d'être fait. Donc ce personnel doit être affecté ou bien muté pour que les responsables au niveau local ou bien déconcentré puissent avoir le personnel pour... Mais par contre, il y a les ACE et les fonctionnaires de l'État qui sont disponibles, mais qui sont malheureusement en nombre insuffisant et qui timidement, dans certains cas, ont fait commencer les prises de contact. Pourquoi timidement? Timidement parce qu'ils sont en nombre insuffisant. Non, c'est pas parce qu'on est en nombre insuffisant qu'il faut reprendre timidement. Non, si vous allez dans les écoles, l'ambiance ne montre pas que la rentrée est effective, même si il y a des cas isolés de démarrage de cours. C'est de ça qu'il est question. Parce que, comme je l'ai dit, les fonctionnaires de l'État, c'est la nouvelle appellation d'APE, et les agents contractés de l'État sont en nombre très insuffisant par rapport donc, aux personnels, aux aspirants qui sont désormais censés être dans une base de données. La demande est plus forte que l'offre. Exactement. Alors, en attendant, nous allons nous tourner vers Saturnin Djosso. Voilà, une reprise des classes dans ce contexte que M. Senon a bien voulu nous décrire. Oui, si vous permettez. Très rapidement. Oui, mais en dehors donc, de ce personnel qui est le gros contingent qui n'est pas encore là, en réalité, à l'avènement donc, du régime donc, de la rupture, il avait été dit que tout devait être fait pour que la rentrée soit effective. Pour que la rentrée soit effective, il faut mettre à disposition donc, des acteurs au niveau déconcentré, au niveau local, donc les subventions. Les subventions, c'est-à-dire qui constituent la manne financière de démarrage. Nous allons y revenir tout à l'heure. Nous allons y revenir, oui. D'accord, ok. Alors, Saturnin Djosso. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, parce que quand j'ai écouté le secrétaire général, M. Senon, tout à l'heure, il parlait de cette évaluation des aspirants dont les résultats ne seraient pas encore disponibles. Je sais tout au moins que l'évaluation des aspirants, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait eu déjà des vagues qui ont précédé l'évaluation. Et que pour ces vagues-là, les résultats avaient déjà été affichés. Je crois qu'il y a eu ça entre autres en janvier et d'autres. Oui. Donc pour ces premières vagues d'évaluation, les résultats sont sortis et ont été affichés dans les centres. Oui. Donc, à défaut d'avoir une base de données complète, oui. L'État a déjà de premiers éléments qu'il peut utiliser, qu'il peut affecter. Parce que pour moi, personnellement, je trouve que attendre la veille de la rentrée pour sortir une liste d'affectation, ce n'est pas... c'est pas rationnel. C'est pas une bonne méthode pour moi. Exactement. L'enseignant qui a, lui-même d'abord, après son statut d'enseignant, il est un parent d'élève. Il va devoir, quand on va l'affecter ailleurs, déménager avec toute sa famille. Il va falloir qu'il aille inscrire ses enfants, qu'il aille s'occuper de ça d'abord, avant de se consacrer comme cela se doit, comme il se doit, à des cours qu'il doit pouvoir dispenser à des élèves. Donc de façon pratique, pour moi, ça n'a jamais été une bonne méthode. Le gouvernement, pour moi, à défaut d'avoir la dernière liste, le dernier résultat de l'évaluation des enseignants, pouvait disposer de la première base et situer ceux-là qui existent à son niveau. Parce que les autres années, c'est qu'à chaque rentrée, les enseignants dits vacataires sont obligés d'aller déposer leur dossier dans l'établissement. On étudie les dossiers, soit on les accepte, soit on ne les accepte pas. On a voulu réorganiser les choses. Mais à ce niveau, l'année dernière, oui, c'était une reconduction, une tacite reconduction. Parce que l'année d'avant,
ça avait été géré par des directions départementales. On a voulu que la chose soit centralisée. J'irais dans le sens de M. Sano alors qu'il parle d'une rentrée statutaire qu'on a observée. Il est vrai que les fonctionnaires de l'État, comme il faut les appeler, ont eu leur emploi du temps. Mais même si eux, ils commençaient réellement les cours, s'ils commençaient par dispenser les cours aux apprenants, quel sera le taux qu'on aurait atteint sur s'il fallait évaluer l'effectivité de la reprise des cours? Parce que je dis, il y a une différence entre effectivité de la rentrée et effectivité de la reprise des cours. Je pense que là-dessus, le gouvernement a beaucoup à faire et que ce n'est peut-être pas dans ce mois d'octobre que les écoles vont commencer par tourner à plein régime. Il y a ces difficultés qui concernent le manque d'enseignants, le gros lot qui n'est pas encore disponible. Il y a également la difficulté d'ordre logistique comme il le parlait, des subventions qui ne seraient pas encore disponibles. J'ai écouté le ministre Maounion Kako qui parlait des filles pour le premier cycle, qui dit qu'aussitôt les effectifs transmis, que le montant était déjà en place, qu'on mettrait à la disposition des établissements. Ça, on l'a toujours dit les autres années, et on sait ce que ça devient par la suite. Donc, entre soigner l'image, de dire oui, on a tenu la rentrée, et dans les faits, de façon concrète, avoir une école qui tourne, je trouve qu'il y a encore un pas que le gouvernement doit pouvoir faire. Vigile avancé, voilà une année scolaire qui démarre dans ce contexte où le gouvernement a donné sa bonne foi de bien commencer cette année scolaire en demandant aux responsables d'école d'apprêter les locaux, ce qui, par endroit, en tout cas pour la plupart, a été fait sur l'ensemble du territoire national. Et logiquement, on devait quand même avoir le tout premier cours dans la quasi-totalité de nos établissements scolaires aujourd'hui, ce qui n'est pas vraisemblablement le cas. Je vais être volontiers ministre de l'enseignement sur le plateau ce soir, tout au moins leur avocat. Autoproclamé. Oui. Je trouve que quand on a vu les conditions dans lesquelles les choses se sont déroulées, tout au moins l'évaluation diagnostique, il ne pourrait en être autrement. Il ne pourrait en être autrement quand vous savez que dans les ministères, dans les directions techniques et autres structures sollicitées pour la rentrée ou pour l'évaluation diagnostique, ce sont les mêmes acteurs. Vous comprenez qu'il ne peut en être autrement que perdre sur un terrain et gagner sur l'autre. On vous dira que oui, ce qui a changé cette année par rapport aux années antérieures, depuis je crois la deuxième rentrée déjà, c'est par exemple qu'on commence effectivement en septembre. Oui. Ce n'est pas rien. Donc, sur le gain du temps, c'est remarquable, c'est indiscutable. On vous dira que cette fois-ci, on a mis un peu la rentrée, sa solennité dans les habitudes. Le ministre de l'enseignement primaire, pour nous donner ce seul exemple, était dans le mono et allait officiellement lancer la rentrée. Et dans les départements, dans tous les départements, il a été expressément demandé à tous les responsables départementaux, les DDEPS et autres, d'aller, on ne dit plus DDEPS, on dit DEDAM pour... Enfin, bref, donc... DEDAM, c'est au niveau primaire. Voilà, d'aller sur le terrain et d'aller constater l'effectivité de la rentrée. Ce qui change par rapport à avant, ce qui donne, n'est-ce pas, disons, plus de solennité et accélère les choses dans une certaine mesure. Je dirais que oui, certainement, tout n'est pas rose et tout ne pourrait pas être rose. Dans tous les cas, il me semble que l'essentiel pourrait être fait par rapport à ce qui est déjà fait, n'est-ce pas, pour rattraper les choses. Dans tous les cas, et ce n'est pas M. Senou qui me dira le contraire, la rentrée a toujours été difficile au Bénin. Toujours été difficile. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, il a déjà moins de problèmes que d'habitude, à moins que je me trompe. Vous avez l'impression que la rupture a mieux fait les choses que par le passé? Pas exactement. En tout cas, sur certains tableaux, il me semble qu'il a de mieux. La constance est restée, par exemple, par rapport à la rentrée en septembre. La constance est restée par rapport, disons à la rigueur quand même dans les exécutions de programmes dans certaines classes, même dans le public d'ordinaire.
Vous voyez, c'est plutôt dans les classes d'examen et quand les directeurs d'établissement, les autorités des établissements sont vraiment rigoureuses. Donc, vous voyez donc que les cours commencent dans ces classes d'examen-là, mais il me semble que, et en témoignant donc les reportages que vous avez entendus, je crois que les activités ont très vite commencé. Moi, je rappelle, hein, même quand nous, on allait à l'école, on pourrait dire que c'est un peu vieux. Mais bon, le premier jour de la rentrée, on consacre ça à sa clé, à nettoyer les salles et tout le reste. Mais il me semble que M. Senou, ça a été quand même été fait. Donc pour le reste, on n'a pas attendu les apprenants pour nettoyer les écoles. Non, on n'a pas. L'ordre a été donné. Enfin, je ne sais pas, peut-être ailleurs. Oui. Mais donc sur certains tableaux, il a quand même d'avancées. Et on vous dira que nous sommes dans les réformes. Et que dans les réformes, eh bien, tout ne marche pas rapidement comme on l'a affiché sur son tableau, sur une feuille, on l'a accroché. Voilà. Alors, monsieur Eric Fernand Senou, la reprise, c'est là. Vous avez fait ce constat que vous avez démontré ici sur ce plateau tout à l'heure. Aujourd'hui, les écoles au Bénin ont quand même un gros problème d'infrastructure. Est-ce que cela continue d'être une réalité? Et est-ce qu'il y a des solutions qui sont en voie d'être trouvées pour résoudre un tant soit peu ce manque d'infrastructures dans nos établissements scolaires? Oui, je vous remercie. Je voudrais, avant de répondre de façon précise à votre question, rebondir sur un certain nombre d'éléments. Pour que la rentrée soit effective, il faut que le gouvernement joue pleinement sa partition. Il faut injecter ce qu'on appelle un certain nombre d'intrants. Je parle d'intrants en termes financiers, on a parlé des subventions, et mon vis-à-vis d'en face tout à l'heure a dit que le ministre aurait dit ça, je ne l'ai pas suivi, mais si le ministre a prévu d'abord attendre l'effectif des filles avant de débloquer les subventions, non. Ça ne me paraît pas rationnel. Il devait envoyer une partie déjà. Voilà. Parce qu'on sait déjà que les écoles existent et ont l'habitude donc d'utiliser tels fonds et autres. Donc on peut quand même envoyer une partie pour anticiper, pour permettre un démarrage. Il faut également un train humain en termes de personnel qu'il faut mettre à disposition. Des réformes sont en cours à ce niveau. Mais on ne peut pas faire les réformes alors que la date de la rentrée a déjà commencé. On ne peut pas prétester donc des réformes pour que l'école ne commence pas réellement, que le cours ne commence pas réellement. Vous savez que le ministre qui a été évoqué tout à l'heure, lui-même a signé l'arrêté de nomination des différents responsables administratifs le 13 septembre. Regardez, le 13 septembre, ça fait le vendredi. Le vendredi dernier. L'école était prévue pour commencer le lundi. Vous voyez comment est-ce que les gens pourraient faire les passations de services, se préparer. Ceux qui ont été mutés, ils vont se déplacer. Par exemple, je connais des gens qui sont de façon punitive mutés, donc de Mono, vers le nord, vers Tukuntuna. De Kouyagoui à Tukuntuna. C'est toujours le Bénin. C'est toujours le Bénin. Tukuntuna, c'est pas la dernière commune. C'est sûr. Ce n'est pas de ça qu'il est question exactement. Mais dit que cet enseignant, par exemple, qui est muté de Kouyagoui pour aller à Tukuntuna, et que c'est sorti un vendredi, qui va commencer un lundi, c'est trop théorique. C'est trop théorique, c'est de ça qu'il est question. Or, il se fait que lorsque le gouvernement de la rupture est arrivé, il a annoncé un certain nombre de réformes, effectivement, qui devaient commencer. C'est le cas, donc, des prestataires de services qu'on appelait vacataires. Le gouvernement actuel a voulu donc rationaliser leur recrutement et leur emploi, ce qui est une bonne chose. Mais encore que, il faut le faire dans le temps. C'est de ça qu'il est question. Il faut le faire dans le temps pour que ces acteurs qui constituent, je l'ai dit, je le répète, le plus gros contingent puisse effectivement être mis à disposition parce que le gouvernement lui-même, sans être forcé, a prévu donc les mutés ou bien les affectés. Alors, il faut que les primes soient payées aux enseignants à bonne date. À l'heure où je parle, bon nombre d'enseignants n'ont pas encore eu leurs primes. Alors les primes de rentrée, qui sont des primes qui sont dues au titre de l'année écoulée. Parce qu'il faut que les auditeurs soient bien situés, soient bien éclairés. Ce n'est pas quand on dit primes de rentrée, c'est parce que ces primes sont cumulées et sont payées à la veille donc de la rentrée. C'est pourquoi on a donné le nom de primes de rentrée. Okay. C'était autant de ministres. En réalité, c'est pour l'année scolaire écoulée. Bon, c'est vrai qu'il a l'une de ces primes qui est spécifiquement pour la rentrée. Cette prime-là est de 25 000 francs CFA. Qu'on additionne aux autres primes, et ça fait
autour de 100 000 francs. Donc c'est ça qu'on paye aux enseignants. Et tout le monde, une bonne partie des enseignants, n'est pas encore impacté par rapport à ces primes. Or, ces enseignants sont également des parents d'élèves. Donc doivent être dans des conditions psychologiques lorsque les enfants auraient... Est-ce que, monsieur Senou, cela n'est pas lié au fonctionnement des banques puisqu'il s'agit des virements bancaires? Si certains l'ont reçu, c'est que le gouvernement a déjà donné sa bonne foi de satisfaire... Les premiers enseignants à recevoir ces primes, vous savez que vous avez parlé de virements bancaires, les messages nous parviennent pour dire on a mis de l'argent sur votre compte. Les tout premiers au niveau de l'enseignement secondaire, ce n'est pas avant le 13 septembre, ce n'est pas avant le 14 septembre. Vous voyez? Donc, ça a suscité d'abord des débats. Il faut étudier les listes de présence. Non, les listes de présence, c'est des choses qui sont connues. Nous sommes dans le... Moi qui vous suis ici, je suis en train d'enseigner, ça fait 20 ans. 20 ans. Donc nous sommes des acteurs du système. Nous savons comment les choses se passent. Et bon, nous saluons quand même, il faut être honnête, la volonté du gouvernement à rationaliser les choses. C'est une bonne chose. Moi, je ne le refuse pas. Mais il faut le faire correctement et à temps. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand vous vous engagez vous-même, il faut mettre donc les intrants didactiques à disposition des acteurs. Est-ce que tout ça est fait? Vous avez demandé. Et si les infrastructures existent déjà ou bien quelles sont les solutions? Non. Pour que les infrastructures existent, c'est le gouvernement qui doit jouer sa partition. Parce que la Constitution ne permet pas que ce soit les acteurs, disons au niveau local, qui mettent la main à la poche pour investir par rapport aux infrastructures. C'est vrai que également des ONG et autres pourraient intervenir, mais c'est de façon sporadique. Mais c'est le gouvernement qui doit encore jouer sa partition par rapport à ce volet. Et l'éducation étant la priorité des priorités, le gouvernement a intérêt donc à accentuer ses efforts dans ce domaine. C'est ce que je voudrais dire. Mais vous savez que tout le monde connaît l'actualité. Il y a eu les prestataires de services qui ont passé des tests, qui attendent les résultats. Et on a passé tout le temps à déployer d'énergie, à parler de l'évaluation. Donc, des enseignants reversés à ceux de la promotion 2008. Et ça a suscité des débats, tout ce que ça a eu. On a donné les résultats. Certains ont eu le taux de réussite, d'autres sont omis, d'autres n'ont pas eu leur nom. Bref, aujourd'hui, les enseignants ne sont pas psychologiquement à l'aise, même pour commencer la rentrée. La psychologie est atteinte. Oui, c'est atteint, c'est une évidence. Parce que le deuxième gros contingent, après le prestataire de services, c'est justement les enseignants assez reversés de la promotion 2008. 16 000 enseignants environ. Un peu plus de 18 000. Un peu plus de 18 000. Et au niveau de ces aspirants, il y a quand même d'avancées qui se notent apparemment au niveau du ministère de l'enseignement secondaire. On parle désormais de primes de rentrée pour ces aspirants qui auraient réuni la moyenne de 10. Est-ce que c'est vérifié? Nous serons très heureux si ce que vous venez d'annoncer là est une réalité. C'est pas à vous d'annoncer. Non, ce n'est pas à vous de l'annoncer, mais c'est ce que... On parle des informations qu'on a comme ça. Non, moi je n'ai pas encore cette information-là. Je souhaite ça, mais je doute fort que ça soit une réalité. Au niveau syndical, qu'est-ce que vous faites pour que cela quand même soit une réalité? Nous avons toujours souhaité... Est-ce qu'il est normal qu'une catégorie de personnes soit intéressée pour le même travail abattu que l'autre soit laissée sur le carreau? Pas du tout alors. Il n'est pas du tout normal parce qu'il n'y a pas de sous-enseignants. Les prestataires de services ne vont pas donner des sous-informations aux apprenants qu'on leur confie. Tout le monde est enseignant à part entière. Il n'y a pas des enseignants entièrement à part. Maintenant, on tient compte du statut. Bref, il faut que nous apprenions, comme j'ai l'habitude de le dire, à américaniser notre société. En quoi faisant? Non, c'est-à-dire considérer le savoir-faire des gens. Il y a des prestataires de services qui sont très bien moulés à la tâche, qui sont mieux des enseignants indiqués pour bien encadrer les apprenants par rapport à des gens qui ont déjà acquis le statut de fonctionnaire de l'État ou bien agent permanent de l'État ou bien d'agent contracté de l'État. C'est ça aussi la réalité. Je ne dis pas que tous les fonctionnaires de l'État ou bien tous les agents contractés de l'État sont médiocres. Je ne l'ai pas dit, mais je dis parmi les prestataires de services, il y en a qui sont mieux outillés et qui rendent mieux
le meilleur d'eux-mêmes par rapport aux autres. C'est ça la réalité. Donc, il n'est pas normal que lorsqu'il s'agit donc d'impacter en termes d'émolument les gens, qu'on puisse commencer par faire la distinction. En principe, ça ne devrait pas être fait. Et nous continuons donc de mener la lutte pour que cette injustice soit corrigée. Saturne Diasso. Non, je pense que quelque chose de fondamental, c'est le temps avec lequel il faudra que le gouvernement réagisse pour anticiper sur des problèmes qu'il pourrait rencontrer à une rentrée scolaire. Et je trouve que ça a manqué à chaque fois, surtout en ce qui concerne le gros lot, non pas le secrétaire général Éric Fernand Senon. Quand on sait que dans un personnel qu'on utilise, il y a une partie qui est logée à cette enseigne d'enseignants honoraires. Et ces enseignants pour qui on a prévu une évaluation, je trouve qu'on devrait déjà anticiper et gérer leur évaluation au plus tôt, savoir quel est l'usage qu'on fera de ceux-là qui auraient tiré leur épingle du jeu, avoir une idée exacte de combien ils sont par rapport aux besoins exprimés sur le terrain. Parce que ce n'est pas évident qu'après cette évaluation qui a été organisée pour eux, le gouvernement reprenne tous autant qu'ils étaient avant l'évaluation. Les meilleurs seront gardés. Sont là. Les besoins sont là sur le terrain. Les besoins sont là. Donc, si vous décidez de garder les meilleurs, si vous décidez de garder les meilleurs, le reste, vous irez trouver ça. Où? Pour combler le vide. Le reste, allez vous chercher ça dans la masse de ceux-là qui n'ont pas été évalués par rapport à ceux-là qui étaient déjà dans le système. Donc, le gouvernement n'a pas su anticiper sur cette gestion des enseignants honoraires et se retrouve donc pris par la rentrée scolaire qui commence aujourd'hui. Et ça va être comme d'habitude. On verra le mois d'octobre passer, c'est peut-être en novembre ou en décembre que ceux-là commenceront par avoir les emplois du temps. Selon les informations, chaque établissement a déjà envoyé ses besoins en personnel au niveau du ministère et la même chose a été dite les autres années aussi, où on a voulu centraliser la gestion de ces mêmes enseignants, où on a dit que les établissements envoient leurs besoins et en fonction de leurs besoins, ceux qui se seraient inscrits par ordre, ceux qui auraient des diplômes professionnels, après ça les autres, on verra quels sont les enseignants qu'il faut affecter dans les régions. Ça va traîner jusqu'en novembre, en décembre, avant que d'autres ne prennent réellement leurs emplois du temps. Parce qu'avant de donner un emploi du temps, il faudrait que la direction des études s'assure déjà du nombre d'enseignants fonctionnaires de l'État permanent ou quoi disponibles, des ACE qui reviennent, il faut aussi dire ça, qui reviennent, qui vont prendre les emplois du temps et le reste, on distribue ça à ces enseignants qui sont honorés. Sinon, on n'a pas fait ça jusqu'ici. Moi, je vois qu'il y aurait les mêmes flottements qui iraient jusqu'en novembre, en décembre au pire des cas, avant que l'école ne tourne à plein régime. L'autre chose que M. Senou signalait déjà, c'est en termes d'infrastructure. Moi, je pense qu'on ne devrait pas attendre la rentrée pour commencer par construire. Tout ça, pour moi, fait partie des travaux qu'on doit déjà engager pendant les vacances. Parce que pour l'année qui s'est achevée, on a une idée des infrastructures qui ont manqué à des établissements donnés. Je sais que le gouvernement a des projets de construction de salles de classe et on pouvait déjà anticiper là-dessus pendant les vacances et commencer ces constructions pour permettre à ce qu'à un niveau de l'année scolaire, les apprenants puissent disposer de salles de classe. On parle de salles multigrades en fonction des effectifs qui seraient disponibles certainement. Donc le temps est la valeur avec laquelle le gouvernement ne compose pas réellement jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que dans le secteur de l'enseignement, le gouvernement dans son ensemble. Depuis qu'on a dit on fera 5 ans, on fait les choses à la va-vite, on n'a pas toujours le temps de s'organiser, de planifier et de bien exécuter ce qu'on a prévu avant des échéances qui, elles, n'attendent pas. Sur cette copie, le gouvernement va devoir travailler beaucoup. Maintenant, pour ces enseignants honoraires, je ne sais pas où vous avez l'information aussi, parce que moi je ne l'ai pas aussi eu concernant les primes de rentrée. Ce sont des rumeurs qui circulent. C'est un travail. Et au Bénin, quand on parle de rumeurs, c'est que ça finit par être réalité. C'est pas pour autant qu'on va s'abandonner totalement aux rumeurs. Ce sera un travail de longue haleine. Parce que pour moi, avant que les enseignants honoraires ne puissent jouir des primes de rentrée, l'État doit pouvoir déjà compenser le nombre de mois qu'ils passent. Vous savez que c'est des gens qui, déjà en mai, déposent déjà la craie, les cahiers. Non, mais il y a de nouvelles dispositions en la matière maintenant. Le premier combat... Puisque des réformes sont annoncées. Le premier combat aurait été que ces enseignants soient pris en compte tout au moins 10 mois sur 12, 12 sur 12, avant de chercher peut-être à se contenter des primes de rentrée. Quand est-ce qu'on va signer le contrat avec eux? Et ils vont commencer réellement, si contrat ils doivent avoir,
Et sans contrat, je ne pense pas que le gouvernement voudra verser des primes de rentrée à des enseignants qui n'ont pas encore fiché. Vigile avancé en attendant, M. Senou. D'accord. Non, je pense que effectivement, on a mis assez d'énergie, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, dans l'évaluation diagnostique et on traîne ça. Même ça également, ça puisqu'il y avait de résistance ça sur le terrain. Même avant la résistance, ça surgit, mais ça surgit tardivement. L'évaluation diagnostique, moi je pense qu'on aurait dû informer, par exemple, pour la méthode, informer ces enseignants, ceux qui sont concernés, déjà avant les vacances, un peu avant les vacances, et leur dire la période. Et la période idéale, c'est, à mon avis, un peu après les examens scolaires, et aller à cela pour préparer la rentrée. Ne l'ayant pas fait, bon, on traîne ça, mais on est habitué. Cela dit, l'évaluation diagnostique était nécessaire, tout comme, disons, l'évaluation pour recruter, n'est-ce pas, des enseignants pour la base de données, comme on dit. Dans tous les cas, moi, je ne pense pas qu'un parent normal soit contre cela. Tout le monde était d'accord. Et si vous envoyez, nous avons dit, vous nous avez demandé comment on a commencé la rentrée, parents, eh bien, on est fiers, on est rassurés que... Plus motivés. Oui, plus motivés de savoir que les enfants que nous avons qui vont à l'école vont acquérir des connaissances dont on peut être plus sûr. Donc, ce travail, c'est un travail, excusez-moi, M. Senou, un travail de salubrité pour l'intérêt public. Et on ne peut pas refuser cela. Maintenant, ça peut avoir quelques couacs, oui. Au Bénin, on n'a pas l'habitude de la méthode toujours, même si c'est le gouvernement de la rupture. Et donc, on y passe. Moi, je pense que l'année prochaine, on ne parlera plus d'évaluation diagnostique. Il y en aura. Il y en aura pourquoi? Il y en aura pour ceux qui n'ont pas pu réunir les 10 de moyenne. Non, on n'en parlera plus dans la même ampleur. En tout cas, ça ne devait plus avoir d'impact. Parce qu'ils n'auraient pas été sortis du système. Oui, ils ne n'auraient pas sortis, mais on leur refait l'évaluation. Oui, mais ça... pour maintenant les intégrer dans la fonction. Je peux vous dire, ce week-end, je discutais avec quelques enseignants qui m'ont dit que psychologiquement, ils ne sont pas préparés pour la rentrée. Qu'ils ont mis, comme je disais, que l'administration a mis, ils ont mis toute leur énergie dans l'évaluation diagnostique, qui n'ont rien fait en matière de préparation personnelle. Ils ont l'emploi du temps, mais malgré ça, ils n'ont rien fait effectivement. Oui, ils n'ont rien fait. Donc ça, tout le monde va payer le coup. Mais l'année prochaine, ça ne se répétera plus. Parce que je crois que c'était un chantier quand même colossal, important, un chantier qu'il fallait quand même initier. Et ça a été fait. Maintenant, ils vont faire le reste. Moi qui suis venu de Porto-Novo cet après-midi, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'omelette sans des œufs cassés. Je fais un peu de digression, mais je ne m'éloigne pas du sujet. J'ai fait un peu après Wando, jusqu'à la voie est interrompue, carrément interrompue. Pourquoi? Parce qu'on veut nous livrer une belle voie de Bistrité à voie 40 au Carrefour Y. Donc, ça a toujours été comme ça. Vous voulez une école normale, ils ont choisi de commencer par ce bout-là. Bon, on peut grincer un peu les dents, mais après, il faut qu'on se dise que, eh bien, c'est pour nos enfants, c'est pour ce que nous avons tous toujours déploré. Le régime Boni Yayi passait par le génie militaire pour avoir des bâtiments précaires dans nos établissements, ce qui soulageait Boni Yayi. Vous avez dit Boni Yayi. On peut aussi profiter par là, les militaires sont là toujours. Bon, si c'est une bonne idée, ils vont saisir votre idée, mais Boni Yayi, c'était Boni Yayi, chacun a son style. C'est la rupture maintenant. C'est la rupture. Boni Yayi est à Lomé, donc voilà. Je ne sais pas où il est, mais bon. Voilà. Monsieur Eric Fernandez, vous voulez réagir? Oui, je voudrais dire que M. Vigile Avancé a estimé qu'il s'agit donc de la salubrité lorsqu'on a parlé de cette opération évaluation. Oui, il a certainement raison, mais je voudrais que, en tant qu'acteur et observateur, nous puissions dire un certain nombre de choses pour éclairer la lanterne donc de nos auditeurs. D'abord, pour que l'évaluation dans un système... Vous savez, les enseignants, c'est eux qui sont les guides de la société en réalité, les éclaireurs de la société. Pour que l'évaluation soit acceptée, il faudrait qu'elle repose sur des bases légales et autres.
aucune base juridique donc, ne permet ce type d'évaluation. Et ça, la maladresse a été renforcée par le fait que l'évaluation a été stigmatisante. On dit qu'il y a des problèmes au niveau dans le système éducatif. Et on cible toute une promotion. On dit que c'est cette promotion qui serait responsable donc, des maux qui ont miné le système éducatif. Parce qu'ils n'ont pas passé un test avant leur entrée en fonction. Mais le fait de ne pas passer de test pour entrer en fonction n'était pas illégal, justement. Vous voyez? C'est aussi permis par les tests. La 86013, donc de février 86, allez relire cette loi. Lisez les 2 premiers articles. Vous verrez. D'ailleurs, par analogie à l'université, ça se fait toujours. Vous comprenez que les professeurs d'université ne passent pas de tests avant d'être recrutés. C'est cette base-là qui a permis donc l'opération de reversement et qui a été donc renforcée par un certain nombre de tests qui avaient été pris donc, pour cadrer juridiquement l'opération. Par contre, l'évaluation actuelle contestée, à juste titre, ne repose sur aucune base et elle est stigmatisante, humiliante. Et d'ailleurs, on a confié l'organisation de l'évaluation à une structure qui n'a pas pour vocation donc d'organiser une évaluation à l'intention donc, des enseignants en fonction. L'office du baccalauréat, allez relire les attributions donc, de l'office du baccalauréat. C'est un choix du gouvernement. De la direction de l'office du baccalauréat. Non, le gouvernement ne peut pas faire un choix en s'écartant donc des tests de la République. L'invité d'hier a démontré suffisamment que le gouvernement a peut-être droit, donc par exemple, de nommer des DAF. Encore que, par rapport aux tests que lui-même a pris, il faut que ces DAF-là soient mis fin à leur fonction au terme donc de délai prévu dans les tests. C'était une analogie que je faisais. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le gouvernement a peut-être la volonté d'humilier les gens. Parce que, suivez mon regard, les enseignants de la promotion 2008 ont été recrutés par le gouvernement. Ça, c'est la personne qui a recruté. Non, oui, mais c'est problème ici. Mais finalement, quand on a cherché à savoir, mais on se demande mais pourquoi tout cet acharnement, pourquoi cette volonté donc d'humilier donc les enseignants qui pourtant ont fait les meilleurs résultats depuis 1974. Allez rechercher, vous êtes des journalistes d'investigation. Monsieur Sanusi, vous protestez du viol des tests de la République, mais il faut saisir les juridictions compétentes en la matière pour se faire entendre. Mais juridiction, vous parlez de quoi? Vous êtes au pays, non? Vous êtes observateur. Vous avez bien écouté le président de notre Cour suprême qui n'intervenait pas en tant que président de la Cour suprême du Bénin. Vous avez entendu? Vous parlez de quelle juridiction? Dans quel pays? De notre pays là? Nous sommes tous des observateurs. Nous observons ce qui se passe en tant qu'enseignant, en tant que citoyen. Alors, je voudrais donner un détail qui est très important. Vous savez, pour le test des aspirants au métier d'enseignant, oui. Vous savez que, alors que le gouvernement... Mais ça, vous ne rectifiez pas, vous m'excusez. Pardon. Les aspirants dont vous parlez, pardon, c'est pas juste de parler des aspirants. Mais c'est des gens qui enseignent depuis... Après 2008, après la promotion 2008. Depuis une dizaine d'années. Voilà. J'ai parlé suffisamment de... C'est celui qui n'est pas encore entré dans le métier. Vous voyez le hiatus, vous voyez qu'il a contrat. C'est le gouvernement qui invente ces termes, justement pour humilier, malheureusement, les sites On ne peut pas être aspirant. Les aspirants à la base de données. Voilà, à la base de données. Vous voyez, si c'est à la fonction enseignante, c'est que c'est mal parti. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Ouais, quand c'est de l'incongruité, je m'excuse pour le mot. Mais dans le groupe, il y en a qui n'ont jamais enseigné. C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, je voudrais donner un détail. C'est un gouvernement qui fait la fine bouche, qui se veut le plus rationnel du monde, mais pourtant n'a pas su qu'il ne fallait pas interdire aux détenteurs de diplômes de sciences économiques donc de participer donc à ce test. Pour enseigner les mathématiques. Voilà, vous voyez, ils avaient interdit. Et alors que le test était prévu pour un jeudi, si j'ai bonne mémoire, ce n'est que le mercredi nuit qu'on a autorisé à travers donc, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses, selon vous? Mais c'est des gens qui pensent qu'ils sont intelligents plus que tout le monde. Ils connaissent tout. Personne ne peut leur faire des suggestions. En tant que syndicaliste, vous n'en avez pas fait. Oh là là. Suggestions, quand vous leur faites ça, vous savez ce qu'ils disent et qui est gênant. Le gouvernement a décidé, et puis ça va se passer. Rien ne se passera. Voilà le thème. Moi, je n'ai jamais vu ça.
Parce que je vous ai dit, ça fait au moins une vingtaine d'années que je suis en train d'enseigner. Et ça fait au moins 15 ans que de façon active, je suis dans le syndicalisme. Donc, je n'ai jamais vu ça. Lors des négociations, que la partie gouvernementale ou bien la partie administrative pense qu'elle connaît tout et que les autres ne sont pas capables d'apporter des suggestions constructives. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est ça, quelle est la suite à donner à ceux-là qui ont boycotté cette évaluation diagnostique? Parce que le gouvernement a quand même menacé de les radier. Ils ont fait le choix de quitter la fonction publique. Ah, c'est ce que le gouvernement avait annoncé. Et nous qui avons boycotté, j'en suis un, nous qui avons boycotté aussi bien les séances du 24 août 2019 et celles du 7 septembre 2019, nous avons des raisons qui nous ont amenés à avoir cette position. Et nous avons été surpris que le gouvernement se réunisse le mercredi passé et n'annonce pas notre radiation. Nous avons été surpris. Les résultats n'étaient pas encore sortis. Les résultats n'étaient pas sortis, mais ils ont anticipé. Vous pouvez inviter le diable à la maison. Non, c'est pas du tout ça. Non, vous savez, nous sommes très déterminés parce que nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie. Aller composer pour cette évaluation, c'est cautionner l'illégalité. Si à la prochaine fin du mois, vous n'avez pas votre, votre salaire... Nous allons le constater, nous allons prendre hâte et la vie va continuer. Nous allons le constater. Mais nous pensons que le gouvernement est dans l'illégalité en forçant, en ciblant une promotion pour aller subir une évaluation diagnostique alors que lui-même se refuse à subir des évaluations sur d'autres plans. Vous étiez quand même aujourd'hui premier jour dans votre classe. Oui, mais parce que je suis encore lié à l'État, justement, par ce qu'on appelle le contrat de travail administratif, CTA. Vous avez votre emploi du temps déjà? J'ai déjà eu mon emploi du temps dans mon établissement, parce que je suis agent de l'État. Et s'il arrivait que le gouvernement mette en application sa menace de radier ceux-là qui ont boycotté ces évaluations diagnostiques, alors que le nombre déjà est insuffisant dans nos établissements, dans nos lycées et collèges, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Est-ce qu'on se retrouvera avec des classes sans enseignants? C'est sûr, ils vont certainement envoyer des gens pour aller enseigner. D'où? Mais c'est parce qu'ils ont des pièces de ressources. Mais certainement, le gouvernement a pris la mesure de la situation et a annoncé même dans son communiqué du Conseil des ministres que ceux qui ont été reversés de façon fantaisiste et pour raisons sociales et parce que les intéressés sont en situation d'emploi depuis au moins 10 ans, on les maintient. C'est le gouvernement même qui a dit ça. Et ça fait partie d'ailleurs des arguments forts que nous, les boycotteurs jusqu'au boutistes, en griffe, avons utilisé. Vous voyez que le gouvernement, finalement, est en train d'utiliser nos arguments. À savoir que les gens ont été recrutés. Ça vous conforte? Non, nous ne sommes pas... Nous n'avons pas... On ne se gonfle pas d'orgueil, hein, mais c'est parce que nous sommes convaincus de la voie sur laquelle nous sommes, parce que c'est la bonne voie. Maintenant, si le gouvernement met, nonobstant ce qu'il lui-même a annoncé le mercredi en Conseil des ministres, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire socio-professionnelle de ce pays que des gens ont été injustement radiés. Ce n'est pas la première fois. Mais l'histoire a toujours donné raison à ceux qui injustement sont radiés. Le gouvernement lui-même a identifié 505 qui sont des boycotteurs. Qui sont des boycotteurs jusqu'au boutiste. Mais nous pensons que c'est au-delà de ce chiffre. Hein. Nous le savons. Vous connaissez tous. Pardon? Vous connaissez tous. Nous sommes sur le terrain. Base de données des Nous avons notre base de données. Quel est le pourcentage de boycott selon les syndicalistes? Non, l'évaluation du 24 août avait eu un pourcentage de boycott qui avoisinait 60%. Quand on laissera l'histoire de la chasse. Pardon? L'histoire de la chasse, quand elle ne comptait pas le chasseur, c'est toujours... Non, c'est des réalités. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement, qui après l'évaluation du 24 août, a fait sortir communiqué pour rappeler, d'abord il avait annoncé, il a rappelé entre le 24 août 2019 et le 7 septembre que seuls sont concernés, je dis bien pour rappeler, que seuls sont concernés ceux qui étaient en mission à l'extérieur, qu'ils ont fabriqué de toutes pièces, que c'est seulement les malades qui ont justifié de leur maladie qui composeraient. Mais quelle mouche, ou bien qu'est-ce qui a pu... C'est la clémence du Conseil des ministres. Non, c'est pour atteindre, c'est pour tenter d'atteindre
les taux de 75,24% qu'ils avaient annoncés. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Saturé Diassou, Monsieur Senou parlait de cet arrêté ministériel qui qui a fait les affectations, les titres d'affectation, et dans la précipitation d'ailleurs il a signalé de nomination, voilà. Mais dans le même sillage, il y a des directeurs dans un établissement, comme le disait l'un de nos correspondants, toute l'administration a été balayée pour insuffisance de résultats. Il trouvera les moyens de suppléer ceux-là à leur poste, d'envoyer d'autres personnes pour... Ce qui a perturbé la bonne reprise des classes aujourd'hui. Tout ça fait partie des perturbations. Les parents sont allés, n'ont trouvé personne pour les inscriptions. Des perturbations en vue. Non-atteinte de insuffisance de résultats. Les résultats sont sortis depuis quand? Pourquoi c'est à la veille de la rentrée qu'on met en œuvre cette menace-là? Il fallait bien organiser l'évaluation diagnostique, peut-être. Non, l'insuffisance de résultats n'était pas par rapport de ces membres de l'administration, n'était pas par rapport à l'évaluation. C'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé pour l'évaluation. Mais c'est le même ministre qui fait tout ça. Le même ministre qui fait tout ça, mais il dispose d'un temps pour le faire, il le sait. Si les résultats de fin d'année sont tombés depuis et que ces résultats sont censés être centralisés à un moment, et que c'est à la veille de la rentrée qu'on découvre qu'on avait oublié de sauter de leur poste des membres d'encadrement parce que l'établissement n'a pas atteint les résultats qu'on a souhaités, c'est qu'on s'y est mal pris, il faut reconnaître les choses. Et qu'on le veuille ou pas, il y a quand même une réalité. Hein. On ne va pas résoudre les problèmes de l'école béninoise en une année scolaire. Merci. Le gouvernement devait avoir un plan. S'il prétend qu'il peut tout régler ici et maintenant, je pense qu'il va casser plus d'œufs, comme le disait Virgile, pour faire son omelette. Et au finish, les résultats escomptés, ils ne vont pas atteindre ces résultats. En fin d'année, on aura des examens, oui, mais des examens selon des épreuves qu'on proposerait, peut-être pour permettre à ce que le gros lot s'en sorte et qu'on défende, qu'on brandisse ça comme étant les résultats, l'efficacité des mesures qu'on a eu à implémenter. S'il y avait un plan, on sait que pour cette année que nous allons, cette rentrée scolaire, voilà le niveau qu'on veut atteindre, et la prochaine rentrée, on va poursuivre, ça va être plus rationnel à mon niveau. Parce que je prends l'exemple des enseignants qu'on évalue. Même si, c'est ce qui était dit, on prenait sans évaluation les enseignants vacataires, tous autant qu'ils sont, ou aspirants, si vous voulez. On nous dit que l'école béninoise aurait encore besoin d'enseignants. Donc si on prend tout ce qui existe déjà, on en aura besoin. De 12 000. Maintenant, ceux qui existent déjà, on dit on ne va pas les prendre tous. Auparavant, c'était 9 heures qu'on donnait à ces enseignants vacataires ou je ne sais pas par quelle terminologie les désigne. On va peut-être leur donner 18 heures. On va leur donner combien? 29. Malgré cela, je pense qu'il y en aura. Le besoin est toujours là. Et je disais, tous autant qu'ils étaient, on dit si on les prenait en compte, on en aura encore besoin. Maintenant, on dit on va les évaluer. Donc, on va prendre les meilleurs et laisser les moins bons. Ces moins bons-là, qui resteront là, le manque qu'il y avait, en écartant encore ceux-là, on va trouver ça. On ne va pas faire descendre d'autres béninois du ciel. On ne va pas créer dans des industries, dans des usines. On va passer par les heures supplémentaires peut-être aussi. De robots enseignants. Vous voulez esquinter qui? Ces enseignants-là que vous voulez. Vous n'allez pas les tuer. Ils ne sont pas des bêtes de somme. Même si on fait classe multi ou multigrade, je ne sais pas quoi, il y aura un seuil qu'on ne pourra pas dépasser. Est-ce possible dans les collèges, les classes multigrades ou... C'est pas possible dans les collèges. Moi, je trouve que ça ne peut être possible qu'au niveau de l'enseignement primaire. Donc, il y a cette réalité qui est là. Que le gouvernement veuille ou pas, c'est peut-être ça qui justifie, je ne vais pas parler de revirement, la reconsidération de la position du gouvernement. Quand il dit, bon, il y a des gens qui ont été reversés de façon illégale, mais parce qu'ils étaient en fonction depuis 10 ans, on ne va pas les remercier, on va les garder et tout ça. C'est parce qu'on est conscient. Est-ce que ça, c'est dans l'enseignement qu'ils ont dit ça? Bon. C'est pas dans l'enseignement. Non, c'est bon, c'est dans l'enseignement. Enfin, on suppose, ce qui est sur le reversement n'a pas concerné que l'enseignement. Mais il y a des enseignants. On suppose, oui, il y a des enseignants, on suppose que c'est pour les... Donc, il y a des réalités qui sont là. Il y a une curiosité, c'est que les responsables politiques et administratifs incriminés, il n'y a aucune sanction qui soit prise à leur encontre. C'est un paradoxe par rapport
à la volonté affichée Non, donc, de ce gouvernement. Je pense qu'il ne Donc, faudrait pas se réjouir. C'est déjà trop tôt pour moi pour se réjouir. Le gouvernement, vous savez que c'est un chat, vous le jetez en l'air, il va rebondir sur ses pattes. Vous ne savez pas ce qu'il vous réserve. Donc, pas nous, hein. C'est pas eux-mêmes. Nous sommes trop préparés. Vous ne connaissez pas votre sort en tant que boycotteur. Notre sort est dans les mains de Dieu. Moi, je suis un croyant. Mon sort est strictement dans les mains de Dieu. Ça, c'est clair. donc pour moi, il y a cette réalité qui est là. Oui. Le gouvernement fera la purge, il va devoir répondre encore à ce qui manquerait. Et il faut composer avec tout ça. C'est pourquoi je dis, si on pense qu'on veut guérir l'école béninoise de tous ces maux, à cette rentrée académique ou avant cette rentrée académique scolaire 2019-2020, c'est qu'on se trompe, on fera tellement de flottement qu'on se rendra compte qu'à un niveau donné, les cours n'ont pas encore commencé. On sait les conséquences que ça peut avoir. Vigile avançait, le gouvernement avait jugé utile faire composer seulement ceux qui ont fait des études professionnelles leur permettant d'aller donner des cours dans les écoles, mais au finish, ceux qui sont passés par les sciences économiques ont été autorisés à composer en mathématiques. Eh bien, cette situation, est-ce que cela se justifie tout de même? Vous savez, tout le monde peut faire des erreurs. Et je crois que C'est ça, une c'était... erreur? Oui, c'est une faute. Tout au moins, ça ignorait la réalité. La réalité que on n'a pas assez de professeurs de mathématiciens, oui, sortis donc des écoles, des universités, des facultés de mathématiques. Et donc, ils s'en sont rendus compte un peu tard, ils vont faire quelques malchanceux. Est-ce que ça ne contraste pas avec la volonté du gouvernement de purger le personnel enseignant? Il est une chose. Ce n'est pas parce que la personne a fait 10 ans dans le métier et qu'il n'avait pas les qualifications et qu'il est en train d'assassiner en griffe les enfants depuis 10 ans qu'il faut laisser cet enseignant continuer à enseigner. Moi, je suis formé là-dessus. Il a de purges à faire, effectivement. Ça, c'est la gestion, c'était la gouvernance de Yahi qui était allé... C'est bien avant Yahi. Laissez-moi aller jusqu'au bout, je sais de quoi je parle. Yahi qui, n'est-ce pas, était allé parce qu'il avait le processus de reversement. Je dis Yahi, c'est son régime, je veux dire. Donc, ils étaient allés ramasser des gens qui n'avaient pas forcément les qualificatifs. Je ne parle pas de ceux-là. Parce que le contexte, c'était quoi? Le contexte, c'était que il y a des gens qui enseignaient depuis un certain nombre d'années, qui ont quitté les facultés, même s'ils n'ont pas fait les écoles d'enseignement. Eh bien, ils enseignaient. Donc, les opportunistes politiques ont dit, bon, voilà une occasion, Bagno, donc on est allé amener des gens à gauche, à droite, qu'on a insérés dans le lot de ceux qu'on voulait régulariser. Ils ont régularisé tout le monde. Donc, il n'y a aucun mal qu'on veuille sortir ceux-là des rangs aujourd'hui. C'est vrai, je suis d'accord avec les syndicalistes quand ils disent, vous n'avez qu'à vous tenir, donc, vous en tenir comment vous avez appelé ça, à l'audit que vous avez vous-même commandité, que vous avez réalisé. Je suis d'accord, mais ils n'ont pas fait cette option. Et puis dans un contexte comme celui-là, et c'est là où, bon, je salue le courage de M. Senou et des autres, je ne sais pas si je l'aurais fait. Je ne sais pas. Parce que dans un contexte où ce que vous dites, vous avez raison. Mais on vous brandit la loi, on dit que la loi dit que même si vous avez raison, on vous dit quand même bye bye. Et si on est généreux avec vous, c'est 3 et 9 mois de salaire. Dans un contexte comme ça, où vous êtes, comme j'ai l'habitude de dire, encerclé de part et d'autre par le feu, vous n'avez plus d'issue. Je ne sais pas, en attendant, n'est-ce pas, de rebondir, en attendant d'avoir de l'espace pour bien attaquer l'ennemi, je pense qu'il vaut mieux continuer la route. Non, ce que vous dites, ça pose une problématique. Oui. Est-ce que ces lois dont vous parlez là sont votées dans quelles conditions? C'est pas maintenant ces que vous allez régler ça. Vous étiez sont-elles où? au-dessus de la loi Quand fondamentale loi du sur pays? l'FM, on vous disait ça tout le temps là, tous Non, les fois ici là. Vous étiez où? pas Vous fini. avez fait quoi? Ces lois sont-elles au-dessus donc de la loi fondamentale, qui est la constitution du Bénin, la constitution du 11 décembre Si elles ont été 90. déclarées conformes, c'est qu'elles sont conformes. Oui, elles ont été déclarées conformes. Ben, À quoi? vous avez dit quelque chose Ah, la tout à l'heure, Cour M. Senou. Quelle Vous avez constitutionnelle? Nous dit, sommes dans le pays. vous avez parlé des Vous avez reçu juridictions. vous-même hier quelqu'un qui a démontré que au moins 40% des députés actuels n'ont pas leur place. Aujourd'hui, vous allez faire entendre cette raison. Et pourtant, ça a été déclaré conforme. C'est vous qui avez établi ce pourcentage. C'est pas Jean-Baptiste Elias. Malheureusement, nous allons nous arrêter là. Non, je voudrais dire. Parce que Je voudrais rapidement, rectifier 30 cette- secondes, je vous donne Oui. 30 secondes. C'est-à-dire, quand j'ai de discrédit sur les enseignants aujourd'hui, qu'on fasse un peu attention. Ce qui se passe lors des examens où les courtisans
sont sollicités pour venir suppléer des enseignants pour la surveillance et autres. Il ne faut pas confondre ça par rapport aux prestations donc, des enseignants. Vous savez, pour aller surveiller un examen, lorsque les autorités ne sont pas suffisamment vigilantes et que les collaborateurs amènent des cousines et autres qui sont incapables donc de lire une dictée au CEP, on va dire que c'est les enseignants qui sont incapables de lire. Monsieur Senou, malheureusement, nous allons nous en arrêter là pour ce numéro de l'émission de l'intégrale et nous retrouver demain. Oui, et nous retrouver demain pour un nouveau numéro. Merci d'avoir été là.